Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui cet ouvrage de la savane africaine en Chine populaire, l'étrange parcours d'un peul du Wassoulon. Son auteur, Mori Mandiana Diakité, nous fait le plaisir, il va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est parti. De la savane africaine en Chine populaire. Cet ouvrage décrit fidèlement le parcours de l'auteur et les événements socioculturels dont il a été témoin ou victime depuis son enfance. Il aborde divers sujets dont la circoncision, le fétichisme, la chasse traditionnelle, la migration, la polygamie, la malgouvernance ainsi que le quotidien des étudiants noirs en Chine. Bref, il s'appuie sur son propre passé socio-académique pour mettre en évidence les causes du dérapage socioculturel dans son pays natal et l'attitude curieuse des Chinois vis-à-vis des Noirs africains résidant chez eux. Alors, monsieur Diakité, Oui, oui. Mori Mandiana Mandiana Diakité, Diakité. bonjour, on va vous Bonjour. serrer la main. Bonjour, monsieur Soyez Président. la bienvenue Merci. sur notre plateau. Merci. Donc, je le disais tout à l'heure, vous avez donc écrit cet ouvrage, dès la savane africaine en Chine populaire. Et en sous-titre, vous avez mis, c'est d'ailleurs le sous-titre là qui m'a fait sourire un peu, l'étrange parcours d'un peul du Wassoulon. Alors, déjà, on va parler du titre. Pourquoi avoir choisi de titrer votre ouvrage de la savane africaine en Chine populaire? Voilà, bon, vous savez, l'événement décrit ici commence à débuter en savane guinéenne, Oui. précisément à Mandiana. Oui. Voilà, et continue jusqu'à Chine. Donc j'ai dû résumer, c'est un résumé sur mon parcours. Oui. Voilà, donc vous savez, en savane, les choses, bon, à l'enfance n'est pas facile, c'est toujours difficile. C'est-à-dire que c'est du miracle pour s'en sortir, c'est comme une jungle. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, pour traverser cette période-là, c'est-à-dire percer jusqu'à faire les études supérieures et puis le master, le doctorat. Donc je trouve que c'est un peu étrange. S'ils allaient loin, c'est Conakry. C'est Conakry. Voilà, Et donc, vous avez... et puis miraculeusement, Oui. je me retrouve, et pas en Europe, Oui. jusqu'en Chine. Oui. C'est très distant d'ici, Oui. et les cultures sont totalement complètement différentes. différent. Voilà. On s'en aperçoit et on va en parler d'ailleurs parce que vous avez choisi de raconter ça dans cet ouvrage, donc de la savane africaine en Chine populaire. Et puis donc tout de suite, il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est vraiment vous racontez votre parcours. Moi, je dirais même que vous racontez votre vie, parce que l'ouvrage commence par votre enfance, donc à Mandiana, et de la façon la plus, on va dire comme ça, de la façon la plus directe possible. Mais aussi, c'est frappant pour votre ouvrage, de la façon, on va dire, la plus simple possible. Vous savez, vous commencez comme ça, j'avais environ 7 ans, lorsque mon oncle m'amena pour me présenter au directeur de l'école primaire en 1981. Ça, c'est la toute première phrase de votre ouvrage. Ça veut dire que là, vous commencez par raconter votre enfance. Et cette phrase nous informe aussi que, justement, c'est en 81 que vous avez été scolarisé. Donc, le choix de partir, de démarrer, débuter votre récit, donc votre histoire là que vous voulez partager avec les lecteurs, avec le monde entier, vous avez choisi de le commencer par votre admission à l'école. Alors vous continuez comme ça, aucun document officiel ne fut exigé. Tout se limita à l'inscription du nom et du prénom. Ensuite, le directeur qui s'occupait de la première année cumulativement à ses fonctions me conduisit en classe pour m'attribuer une table-banc que je partageais avec un autre élève, dites-vous, nouvellement inscrit. C'est-à-dire que j'ai choisi de commencer par lire, c'est dans ce style-là que vous déroulez tout le récit. Et puis je dois préciser, j'avais noté ça, que ça fait quand même 127 pages. L'ouvrage, mais c'est vraiment dans ce style et vous y êtes resté attaché.
je veux dire, voilà, de raconter comme ça. On aura l'occasion d'en lire d'autres extraits, mais voilà, je voulais commencer. Et je veux dire, ça nous renvoie même à la question de la structure. Avant de vous recevoir sur le plateau, j'en parlais. Finalement, vous ne vous êtes pas encombré de structurer. Je veux dire, il n'y a pas de table de matière. Effectivement. Le récit est raconté d'un trait. Oui, effectivement, d'un trait, voilà. Donc, ils disent que le style est bien. Ce qui importe, c'est le style, hein, l'avancement des idées. Voilà, donc les unes dans les autres, du début jusqu'à la fin, c'est ce qui... Puis c'est quand tu lis, il y a des événements qui sont rapportés, raccommodés, quoi. Donc, toujours, il y a un canevas qui est là, auquel j'ai été fidèle. Donc, c'est ce qui est le plus intéressant. Hein. Donc, ce qui fait que quand les gens commencent à le lire, ça dit continue, c'est comme un truc excitant. Ça coule. Voilà. Donc, j'avoue, ça coule. Moi, j'étais, on va dire, séduit aussi par cette simplicité. Voilà, et ça, après, on finit par se laisser séduire parce que, puis, effectivement, ça coule. Ça coule comme vous dites. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que là, on va en parler. C'est votre enfance. Et comme l'enfance, c'est avec les parents. Et alors, vous rentrez comme ça, vous transportez le lecteur dans votre monde, en vous, dans votre enfance. Et on s'aperçoit que vous vous souvenez encore de tous les petits détails. Mais au travers de, je veux dire, par le biais de cette invitation que que vous faites au lecteur pour visiter votre enfance, mais cette même invitation nous envoie aussi visiter votre famille. Comment la vie est menée dans la famille. Et à chaque fois, vous rapportez ça aux mandingues, aux vieux mandingues, parce qu'il s'agit de cette culture aussi qui vous a vu grandir. Je veux parler de la polygamie, je veux parler de choses qui sont magnifiques, mais aussi de choses qui ne sont pas bien. Je veux dire, la violence faite aux femmes passe par là. Aux enfants aussi, Et d'ailleurs, par moments, je vous ai trouvé, entre guillemets, un peu méchant dans la critique, je veux dire. Voilà, bon, pas trop méchant. J'ai décrit fidèlement les événements socioculturels que j'ai vécus. Et souvent, vous savez, quand on est observateur de la société, c'est-à-dire qu'on est comme un exclu de la société depuis à l'enfance, donc ça laisse des séquelles, quoi. Et puis, ce qui fait que souvent, on a tendance à être violent, mais bon, moi, je suis naturellement quelqu'un qui n'est pas trop violent. Et naturellement, je suis humain. Vous avez préféré mettre votre violence dans votre écriture. Bon, j'ai l'occasion, je vais te dénoncer. Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous décrivez une femme qui peut battre sa femme, taper dessus comme si c'était vraiment un tam-tam, vous lui dites d'ailleurs, ce n'est pas joli. Le dénoncer aussi n'est pas forcément joli. Effectivement, c'est traumatisant pour un enfant. C'est-à-dire que voir son papa en train de maltraiter sa maman, c'est-à-dire qu'il est enfant, il ne peut rien faire, et puis il ne fait qu'observer, voir, et puis impuissamment. Voilà, mais il garde quand même en idée, et puis quand il grandit, peut-être il va essayer d'utiliser au moins à sa disposition, d'écrire pour que d'autres enfants ne soient pas victimes de la même réalité, qu'on avance, qu'on s'améliore. Voilà. Il est beaucoup question dans votre ouvrage de réunion de famille. La famille est au cœur, vraiment au cœur. En tout cas, pour la partie qui se situe à Mandiana, la famille est au cœur vraiment de votre récit. Les relations familiales, comment est-ce que les familles sont constituées, les clans, la succession, etc. Parlez-nous un tout petit peu. Comme je dis, il s'agit vraiment du mandingue. Voilà. Il y a le père, il y a la mère, ou les mères, parce que si c'est une famille polygame, donc il y a les mères, et puis il y a les enfants des deux femmes, et puis il y a les tantes, il y a les grands-pères et les grands-parents. Et vous expliquez aussi comment est-ce que le chef, comment il est succédé, etc. Il y a un cycle de la vie qui est décrit. Oui, effectivement. C'est le principe de l'évolution humaine en savane. Avant, c'était comme ça, je l'ai dit ici dans le document, j'ai dit
l'enfant, bon, je vais employer le terme mes pères, mes mères. Allez-y, oui, bien Voilà, sûr. donc c'est ce que j'ai dit hein, dans le document. Donc l'enfant a plusieurs mères, hein, plusieurs pères en savant d'hier. Donc ce qui fait que ce sont tous ceux qui participaient à son éducation. Hein. Oui. Donc quand il voit quelqu'un, même si ce n'est pas son propre père, il ne peut pas fauter à sa présence, en plus il pourra le corriger comme si c'était son propre fils. Donc, ce qui fait que l'enfant, l'éducation c'est tout le monde, c'est la communauté qui participe. Hein. Oui. Donc, quand on doit décrire des trucs comme ça, on ne peut pas se limiter à sa propre famille pour essayer d'extrapoler. C'est-à-dire que tout est lié. Oui, en savant d'hier, tout oui, était oui. lié. Hein. Voilà, c'était toute une chaîne. Hein. Et vous parlez de la succession, ça m'a vraiment intéressé parce que ça revient régulièrement. Vous parlez de la savane. Alors, mesdames et messieurs, bien justement, si vous voulez seulement de vous joindre à nous, notre émission d'aujourd'hui porte sur l'ouvrage de Mori Mandiana Diakité qui a pour titre « De la savane africaine en Chine populaire ». Donc effectivement un récit qui dresse l'itinéraire de cet étrange parcours, donc comme l'auteur lui-même il a nommé, de ce Peul du Wassoulou. Il s'est décrit lui-même comme ça. Ouais. Donc effectivement j'étais en train de dire, et c'est qui, je dis, la famille est au cœur, je l'ai dit, hein, mais la famille est vraiment au cœur de cette histoire, de ce récit, où c'est le récit qui est au cœur de la famille, peu importe l'un dans l'autre, il s'agit toujours, ça tourne en tout cas autour de la famille. Mais en même temps, votre ouvrage est un peu particulier. En même temps, vous parlez de votre famille, mais à chaque fois, un événement qui s'est produit pendant une période X est rapporté. Et voilà, et puis vous vous arrangez à les combiner comme ça pour partir. Un exemple pratique, vous dites, à notre enfance, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée étaient vraiment tendues. Effectivement. Oui. Donc là, on a quitté la famille. C'est ce qu'il y avait entre les deux pays à l'époque. Et c'est là où le lecteur s'aperçoit effectivement qu'on est quand même on est pendant cette période de la révolution. Et puis donc, effectivement, même comment la vie était menée. Là, par exemple, il y a une histoire qui m'a frappé et je pense qu'il quelque part ici, si je peux me permettre, donc avec le livre, on va partager avec les téléspectateurs. Lors des assemblées communautaires, chaque famille était également représentée par son chef ou l'émissaire de celui-ci. Il faut reconnaître que certains lieutenants étaient particulièrement sévères à l'égard des enfants sous leur autorité. On va revenir là-dessus, on va parler de ça. Leur unique arme était une sorte de fouet fabriqué à l'aide de la peau d'hippopotame, qu'on appelait Malifosson. Malifosson, mais notre génération ne connut pas l'ère de Malifosson ou Buruninka. C'est ça, un autre modèle de fouet douloureux. Vous avez connu ça? Non, nous n'avons pas à notre époque. Bon, ça, ces arts, des fois, avaient disparu. Hein. Donc, nous, c'était des tranches comment on appelle ça, des pneus. Hein, d'accord, oui, un peu en caoutchouc. Ou bien un truc, il y a, comment on appelle ça, un arbuste très ligné qu'on appelle Basaguasara. Donc quand tu foutais, on partait arracher et puis venir. Oui, vous dites ça, c'est des espèces d'arbustes qu'on trouve. Dans le tapade, en savane, effectivement. Voilà, donc la vie, c'était organisé de telle sorte que le père ne participe pas directement à l'éducation de ses propres enfants, mais c'était ses jeunes frères ou le plus jeune qui avait beaucoup plus d'autorité. D'autorité sur l'éducation. Qu'est-ce qui explique ça? Voilà. Vous savez, il y a bon, c'était pas hasardeux, hein. Ils savent que le père a plus de sentiments pour ses enfants, donc si c'est lui qui doit l'éduquer, peut-être il va pas, il sera un peu indulgent, donc s'il fait que on laisse ça avec le jeune frère. Donc lui, il est sans état d'âme en corrigeant les enfants. Il fait sans état d'âme. Donc c'est un peu ça. Hein. C'est la sévérité. Mais voilà, alors moi je voulais vous poser cette question parce que bon, vous avez vécu là et tout. Je veux dire, qu'est-ce qui explique la présence qu'est-ce qui explique cette omniprésence du fouet dans l'éducation? Voilà, moi, vous savez, je n'aime pas trop
frapper les enfants, ça ne me plaît pas. Oui. Voilà, je sais qu'on peut éduquer les enfants autrement, voilà, sans faire recours au fouet, hein, surtout au fouet douloureux. C'est vraiment traumatisant pour un enfant. Oui. Donc, j'ai même rapporté à ma grand-mère, Minakoro, son nom est cité ici. Hein, oui, dans le livre, voilà, oui, tout à fait. C'était ma mère adoptive, hein, c'est elle elle a fait tout pour moi. Donc, elle m'éduquait avec des adages. Et puis, ces adages, pour moi, étaient plus puissants que les fouets. Puis, c'est ça, quand on te dit là, ça travaille l'esprit. Hein? Donc, ce qui fait que l'enfant est obligé de réfléchir, et puis tirer la bonne leçon. Et puis, c'était mieux que de le frapper, de le chicoter, et il devient embrouillé. C'est traumatisant. Donc, c'est des trucs que j'ai rapportés. C'est pour qu'on essaye voilà. De tirer le meilleur et puis peut-être se débarrasser de ce qui n'est pas bien. Voilà. Alors ça, effectivement, on le note là-dedans. Mais je voudrais... C'est vrai que l'ouvrage n'est pas chapitré. Il faut dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas structuré parce qu'effectivement, il y a un canevas, il y a un cheminement qui est bien établi. Donc, pour nos téléspectateurs, je souhaiterais que vous nous indiquiez un tout petit peu les différentes étapes qui sont abordées dans l'ouvrage. Voilà. Donc, c'est un ouvrage qui aborde plusieurs, qui décrit, j'allais dire, plusieurs événements socioculturels, hein. C'est-à-dire que de la circoncision, de la polygamie, et puis de la malgouvernance d'ailleurs, le quotidien des étudiants africains résidant en Chine. Donc il y a plein de choses, hein. J'ai fait, c'est une condamnation. Chronologiquement, ça fonctionne comment? Ça, c'est pour les téléspectateurs. Chronologiquement, comment vous avez raconté en fait? Ça commence où? Après, ça va où? Après, quelles sont les différentes étapes? Mais de façon chronologique. Ok, donc ça a commencé, les événements décrits commencent d'abord en savane, à Mandiana précisément, donc dans ma famille. Donc j'ai décrit d'abord la scolarisation. Et de là, et puis, il y a la circoncision qui est venue. Et puis, parallèlement, je voyais aussi comment la polygamie. Puis c'est-à-dire que la polygamie, la monogamie était en savane, peut-être que c'était accidentel. Hein? Sinon, on s'attendait toujours à que tous les hommes soient polygames. Quoi. Donc, mais quand il est monogame, c'est extraordinaire avant. Donc, c'est des événements. Donc j'ai décrit et puis comment les examens scolaires se déroulaient et puis c'est-à-dire que le dérapage socioculturel. C'est-à-dire quand on parle de dérapage, ça veut dire qu'il y a l'abolition peut-être des bonnes pratiques, des us et mœurs, aux coutumes, j'allais dire, ou l'adoption peut-être des autres comportements peut-être qui sont dérapants, c'est-à-dire qui ne sont pas en rapport avec la culture même, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire, quoi, de pratiquer. Donc c'est une façon de mettre ça en évidence pour dire aux uns aux autres, attention, avant on ne vivait pas comme ça. Qu'est-ce qui nous a... Voilà, qu'est-ce qui nous motive qu'est-ce qui nous a motivé à laisser les bonnes pratiques. Et puis, sinon tout n'était pas mauvais, hein, dans nos coutumes, hein, tout n'était pas mauvais. Il y avait des défaillances. Mais il y avait aussi des trucs, des acquis qu'on devait préserver. Comme pour toute vie d'ailleurs. Voilà, oui. C'est un peu ça. D'accord. Alors, de la savane africaine en Chine populaire. Donc après l'étape de Mandiana, c'était où l'étape suivante? C'est pas de Mandiana que vous êtes parti en Chine? Directement en Chine, non. Voilà. Donc après Mandiana, je suis venu, j'ai passé d'abord mes vacances ici en 93. Et puis j'ai décrit tout ça là, et puis je suis reparti à Mandiana encore. Voilà. Et après je suis revenu à Conakry. J'ai passé le bac et puis on m'a orienté à Farana, à l'Institut agronomique de Farana, voilà, que j'ai broché aussi. Voilà, donc au terme de mes études universitaires, j'étais pas mal quand même, donc j'étais parmi les meilleurs de notre promotion. Hein. Donc c'est fait que et puis miraculeusement, l'actuel ministre
à la sécurité, hein, M. Kera. Il était à l'époque ministre de la fonction publique. Oui. Voilà, donc il a décidé d'engager les 10 premiers de sa corruption dans la fonction publique. Oui. Donc j'étais parmi les 10 premiers. Et comme ça, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la fonction publique. Donc c'est lors des démarches administratives, hein, pour finir cette intégration à la fonction publique, que je suis tombé sur une affiche